Alors, bonjour à tous et à toutes. Je trouve que c'est vraiment formidable d'avoir cet événement que je suis d'un peu loin. Je fais partie, on m'a invité à faire partie d'un comité sur le filet social. Je trouve que c'est important que les artistes prennent collectivement la parole et puis qu'ils se constituent, je dirais, en sujet public, en sujet de revendication et d'action. Alors, je vous remercie d'être là pour cet événement. Je vous remercie de m'avoir invité. Bon, alors, on m'a donné une double commande, ou enfin, je me souviens plus comment ça s'est passé. En tout cas, alors, il y a deux parties à ma conférence. La première, c'est la précarité. Je sais qu'on en a parlé et reparlé, mais je dirais que de synthétiser puis de donner des balises même quantitatives, ça peut être utile dans le débat. Et deuxièmement, essayer de discuter un peu de pistes de solutions. Moi, je suis professeur en relations industrielles. D'habitude, l'image relation industrielle puis l'image artiste, ça ne colle pas ensemble. Hein? On a même vu longtemps que les artistes étaient comme l'envers du modèle du travailleur industriel, etc. En fait, je vous dirais que si c'est si intéressant de voir ce qui se passe du côté des artistes, c'est qu'il y a de plus en plus de monde sur les marchés du travail qui ont des caractéristiques d'emploi semblables aux vôtres. Donc, voilà. Alors, le premier constat, c'est de se demander qu'est-ce qui est arrivé depuis 40 ans et plus précisément 42 ans. Comme vous le savez sans doute, en 1980, la conférence de l'UNESCO tenue à Belgrade a reconnu que les artistes avaient des droits à titre de travailleurs, c'est-à-dire des droits à la sécurité sociale, des droits à la représentation collective, et a recommandé aux États membres de faire en sorte d'assurer aux artistes les mêmes droits, en faisant les adaptations nécessaires, qu'aux autres travailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé en 42 ans? Bien, malheureusement, pas grand-chose, puisque dans un rapport de 2020, on disait, vous avez la citation, les artistes sont essentiellement embauchés en contrat temporaire ou exercent en tant que travailleurs indépendants ou intermittents. Le revenu ne cesse de diminuer, de fluctuer. Bon, ils cotisent moins, ils ont moins accès à la protection sociale, aux retraites, etc. Bon. Et la principale source de subvention du secteur, ce n'est pas les États, c'est les artistes eux-mêmes. Bon, alors on n'est pas... c'est pas un constat tout à fait gai, mais on va essayer de partir de la réalité. Alors, moi, quand je parle de précarité d'emploi, je me fie sur une définition qui est assez largement reconnue dans le milieu scientifique. Là, c'est 4 critères, la précarité d'emploi. C'est l'insécurité du lien d'emploi, c'est le peu de contrôle sur son travail, c'est le peu de protection réglementaire, ça veut dire le peu de protection par les lois du travail et les régimes de protection sociale. Puis la quatrième, c'est la faiblesse du revenu. Moi, je considère que les artistes, et je prétends que je suis capable de le démontrer, les artistes sont précaires sur 3 des 4 dimensions. En fait, la seule dimension sur laquelle ils ne sont pas précaires, c'est le contrôle sur son travail. On peut dire que les artistes ils ont un contrôle sur leur travail relativement plus élevé que la moyenne des travailleurs et travailleuses. Par contre, je pense qu'il faut rompre avec l'idée, puis ça, c'est l'intervention juste avant, l'extrait que tu nous as fait entendre, qui m'amène là. C'est pas parce qu'on a la chance d'aimer son travail qu'on est obligé de supporter la précarité de l'emploi. C'est comme si, parce qu'on aime son travail, on nous disait, bien là, c'est une contrepartie, puis la contrepartie, c'est d'être pauvre, c'est de ne pas avoir de protection, etc., etc. Moi, je trouve qu'il faut rompre avec cette vision-là. C'est quelque chose qui n'a pas d'allure comme adéquation. Alors, pour bien comprendre la précarité, il faut, dans les statistiques, il faut distinguer les artistes des autres travailleurs des professions culturelles. D'habitude, les statistiques amalgament tout ça, mettent tout ça dans le même paquet. Or, il y a des différences majeures entre les deux et il faut vraiment comprendre la réalité des artistes. Alors, les artistes, c'est des personnes qui exercent une ou l'autre ou plusieurs des professions suivantes. Artisans, auteurs, rédacteurs, écrivains, producteurs, réalisateurs, chorégraphes,
et personnel assimilé, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, musicien, chanteur, danseur, acteur, comédien, peintre, sculpteur et autres artistes en art visuel et autres artistes du spectacle. Tandis que les autres travailleurs des professions culturelles, ça peut être des gens comme des professionnels des bibliothèques, des archivistes, des gens qui travaillent dans les musées, du personnel technique dans l'architecture, des professionnels de la rédaction, etc. Alors, les artistes, en gros, si on additionne les deux groupes, ça fait 100% de ce qu'on appelle la culture et les communications. Puis les artistes, c'est à peu près le quart de ça, 24%. Là, dans le reste de la présentation, on va focusser précisément sur les artistes. Alors, premier critère de la précarité d'emploi, l'insécurité du lien d'emploi. Bien, ça, vous connaissez bien, hein, l'emploi artistique, qu'il soit exercé comme salarié ou comme indépendant, il est caractérisé par l'intermittence. Qu'est-ce que c'est l'intermittence? C'est quelque chose qui s'arrête et qui reprend par intervalle. Et un synonyme, ça serait discontinu. Donc, la discontinuité, elle est inhérente à la forme privilégiée d'organisation du travail dans le secteur artistique, qui est l'organisation par projet. Hein, on fonctionne par projet, puis entre les projets, on vit de l'intermittence. On va voir, cette intermittence-là, elle a un effet non seulement sur le revenu, mais sur la protection sociale. Et également, qu'est-ce qu'on fait pendant l'intermittence entre les projets? Est-ce qu'on a un revenu? La plupart du temps, non. Est-ce qu'on travaille? Oui. On travaille, on fait ce qu'on appelle du travail invisible. Du travail invisible, c'est le travail de préparation, entraînement, répétition, du travail de perfectionnement, des activités de recherche, de développement artistique, d'idéation, de conception, de nouveaux projets, de création et d'entretien de réseau. C'est le temps consacré à la diffusion, à la recherche de nouveaux engagements, etc. Je dirais qu'on peut faire un parallèle entre l'invisibilité du travail des femmes, qu'on attribue aux qualités naturelles chez les femmes, et l'invisibilité du travail des artistes. C'est comme tout ça, ça ferait partie naturellement, hein, des compétences artistiques, et puis on n'aurait pas besoin de les payer. Hein? Donc, ce qui fait que chez les artistes, on constate une forte incidence de statut d'emploi précaire. Alors là, je vais vous comparer dans les prochains tableaux. Je vous compare d'un côté, dans la colonne de gauche, les artistes, au milieu, les autres professions de la culture et des communications, et à droite, c'est la population active expérimentée, c'est-à-dire la population de 15 ans et plus qui est en emploi. Je pense que je prendrais un autre micro parce que quand je me détourne, c'est-tu possible d'avoir le micro? Donc, là, vous voyez bien que les professions... Oui, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous m'entendez? OK, ça va aller mieux comme ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de gens qui exercent comme indépendants chez les artistes que chez la population active en général, 12 versus 53 %. Puis, je dirais que les autres professions de la culture et des communications, ils sont comme entre les deux. Puis, vous regardez la même chose sur le temps partiel, bien, vous avez le double de personnes qui travaillent à temps partiel chez les artistes que chez les autres professions de la culture et des communications, puis presque le double de la proportion de gens qui travaillent à temps partiel dans la population active expérimentée. On sait que quand on est travailleur indépendant, il y a beaucoup d'avantages auxquels on n'a pas le droit. Pas le droit à l'assurance emploi, pas droit à des indemnités si on a un accident de travail, on a moins de protection sociale, etc. Donc, c'est un statut qui est associé à des caractéristiques précaires. Il y en a plus chez les artistes que chez les autres professions de la culture et des communications et que chez la population en général. La deuxième dimension, c'est celle du revenu. Bon, si on prend le revenu médian, qui est une statistique plus sûre que le revenu moyen, parce que le revenu moyen est souvent tiré par le haut par quelques exemples de personnes qui gagnent très cher, donc ça fait monter artificiellement la moyenne. Le revenu médian, c'est celui qui coupe le groupe en deux. Alors, il y a la moitié qui gagne plus, la moitié qui gagne moins. Donc, quand on compare les revenus médians, dans la slide suivante, vous allez voir les chiffres, en tout cas, sont largement inférieurs à ceux des professions culturelles et largement inférieure également à celle de la population active expérimentée.
Alors, vous avez le revenu d'emploi médian. Le revenu d'emploi, c'est le revenu tiré d'une activité artistique, qu'elle soit exercée comme salarié ou comme travailleur indépendant ou autonome. Moi, je dis indépendant, mais c'est la même chose que travailleur autonome. Alors, ici, vous ajoutez les bourses, les prix, les revenus de pension, les autres revenus qu'on peut avoir, vous atteignez le revenu individuel médian. Alors, vous voyez que dans les deux cas, les artistes sont dans une situation largement inférieure à la fois aux autres professionnels de la culture des communications et à la fois à la population active expérimentée. Et je vous ai mis dans la dernière ligne la proportion des artistes et des autres catégories qui ont une scolarité de niveau bac ou plus. Parce qu'on dit dans les théories économiques que j'aime pas puis que je dénonce, on dit que plus vous êtes scolarisé, hein, c'est la théorie du capital humain, plus vous avez un capital humain élevé, plus cher vous allez gagner. Alors, c'est bien clair que dans le cas des artistes, ça ne s'avère pas du tout. C'est une raison de plus pour ne pas aimer cette théorie du capital humain. OK. Par ailleurs, il faut noter qu'il y a une grande différence entre les professions artistiques. Vous allez voir que tout au bas de l'échelle, c'est les danseurs, danseuses professionnelles, les artistes en arts visuels, qui sont les moins bien dotés de l'ensemble. Tout ça, c'est des statistiques du recensement de 2016 pour le Québec. Donc, c'est les données collectées en 2015. Donc, c'est les données disponibles. Il y a un autre phénomène, c'est que pour certains groupes d'artistes, il y a plus de dépenses que de revenus. Parce que ça, ce n'est pas des revenus nets. Mais quand on regarde ce que les artistes investissent en matériel et autres pour produire, eh bien, des fois, ça donne un revenu négatif. Il faut noter aussi un phénomène de polarisation des revenus, c'est-à-dire certains qui gagnent très, très, très bien leur vie. Donc, c'est l'image de la pyramide. Hein, certains en haut qui gagnent très bien leur vie et une majorité en bas qui en arrache. Pourquoi ça? Bien, d'une part, il y a une faible part des dépenses publiques consacrées à la culture. Il y a un déséquilibre dans la répartition des revenus générés par les arts, au détriment de ceux qui sont au bas de la pyramide, et finalement, une non-reconnaissance de ce fameux travail invisible. Non-reconnaissance, ça veut dire non-visibilité, non-rémunération, non prise en compte dans la protection sociale. Troisième critère, la protection sociale, précisément. Alors, il y a une partie de la précarité des artistes qui tient à leur statut juridique. Si on est travailleur indépendant, il y a clairement, puis on a vu que c'était le cas de 52 % des artistes, il y a clairement certaines protections auxquelles on n'a pas droit. L'assurance chômage et tout le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce n'est pas que les artistes n'en ont pas. Hein? Il y a plus de blessures chez les danseurs professionnels qu'il y en a chez les joueurs, chez les sportifs professionnels, comme les joueurs de hockey. Si on pense aux artistes visuels, ils travaillent avec des produits chimiques, ils travaillent avec des outils coupants, avec des matériaux lourds, etc. Donc, il y a une réalité, sauf qu'elle n'est pas prise en compte et elle n'est pas indemnisée. Par ailleurs, les artistes ont accès à certains régimes, comme le régime québécois d'assurance parentale, comme le régime des rentes du Québec. Mais si vous êtes indépendant, vous allez payer double part. Vous allez payer la part de l'employeur et la part de l'employé, alors que les autres travailleurs, les salariés, vont payer uniquement la part du travailleur. C'est leur employeur qui va payer la part de l'employeur. Donc, pour moi, c'est une grande injustice que de dire que les artistes indépendants, comme les autres indépendants, doivent payer double part pour la même protection. Finalement, lorsque les artistes exercent comme salariés, ils ont aussi moins accès à la protection sociale pour la simple et bonne raison que cette protection sociale dépend de deux éléments. La continuité de votre présence sur le marché du travail et votre niveau de revenu. Hein, par exemple, si vous êtes admissible à l'assurance-emploi, votre prestation va dépendre de votre salaire antérieur, hein, c'est 50 % du salaire antérieur, et pour se qualifier, il faut avoir été présent un minimum d'heures sur le marché du travail.
Le même principe vaut pour le régime des rentes du Québec. Votre rente va être liée à votre niveau de revenu antérieur et à la durée d'années pendant lesquelles vous avez été en emploi. Donc, on retrouve le même problème que celui des indépendants, mais encore pire. Bon. Donc, c'est rarissime que des artistes auront accès à une protection sociale lorsqu'ils ne sont pas en cours d'emploi salarié. Il y a eu une exception, par exemple, au Québec, puis c'est une belle innovation. Les danseurs professionnels ont accès à la protection santé-sécurité pendant leur période d'entraînement supervisé. C'est un des rares cas, à ma connaissance, où on n'est pas dans un travail rémunéré, puis qu'on est quand même pris en compte aux fins de la protection sociale, au sens où on se blesse, on va avoir accès à une indemnité. Alors, après vous avoir bien assommé, je n'ai pas fini de vous assommer. Ce tableau-là, il est intéressant parce qu'il nous fait voir dans la partie du haut, les deux premières lignes, c'est les contributions au régime de pension agréé, donc c'est des régimes privés, des régimes d'employeurs. L'autre, c'est des REER. Et la troisième ligne, c'est le régime des rentes du Québec ou le régime de pension du Canada. Vous voyez que les artistes peuvent cotiser, oui, à ces régimes, mais en général, leurs cotisations sont faibles. Donc, ça veut dire que leurs prestations vont également être faibles. Vous voyez également qu'il y a des artistes qui peuvent cotiser à l'assurance-emploi, dans des périodes de salariat, ils peuvent cotiser à l'assurance-emploi, mais ils ont moins de chances de se qualifier pour des prestations parce qu'ils n'ont peut-être pas accumulé le nombre d'heures requis. Alors, vous voyez ici, dans les deux dernières lignes, des travailleurs artistiques, des professions artistiques, des professionnels artistiques, des artistes qui cotisent à l'assurance-emploi, mais ils sont beaucoup plus nombreux par rapport aux autres groupes de la population active, beaucoup plus nombreux proportionnellement à faire appel à l'aide sociale. Donc ça, c'est la première fois, je pense, qu'au Québec, on a accès à des chiffres comme ça sur la couverture par les régimes de protection sociale, le montant des cotisations, puis le montant des prestations. Bon, alors je pense que là, j'ai fini de vous assommer. Je ne sais pas pourquoi ils me boycottent quand je... Voilà. Avec ma collègue Marie-Hélène Deshaies, on avait fait, à la demande du ministère de la Culture, en 2012, une étude des régimes de protection sociale dans divers pays du monde, des pays surtout européens, mais aussi les États-Unis. Et plus récemment, on a fait une démarche à la demande des groupes d'artistes du Nouveau-Brunswick, qui ont constitué un groupe de travail, le groupe de travail du premier ministre sur le statut de l'artiste. Donc, il y avait des fonctionnaires de divers ministères, culture, emploi, éducation, santé, pour recommander des éléments au premier ministre. À cette occasion, on a fait le tour de ce qui existait comme piste possible d'action pour, je ne dirais pas mettre un frein, ça serait un objectif, je ne dirais pas éliminer la précarité, mais en tout cas, la freiner, la diminuer, etc. Donc, je vais vous présenter quelques pistes d'action, mais là, je pense que c'est pas ça du tout que je veux faire. Ah, voilà. La première piste, elle est un peu flyée, on va dire. Ce n'est pas demain matin qu'elle va être mise en œuvre. Mais je pense que ça vaut la peine de l'envisager comme piste à long terme. En fouillant dans la littérature scientifique, on a trouvé des définitions du travail invisible. Parce que ce n'est pas seulement les artistes qui font ça, les prisonniers qui font du travail, il y a plein de situations de travail invisible. Mais c'est quoi du travail invisible?
On l'a défini comme les activités que les travailleurs exécutent en réponse aux exigences implicites ou explicites des employeurs ou des donneurs d'ouvrage et qui sont cruciales non seulement pour générer un revenu, obtenir un emploi, un contrat ou la vente d'une œuvre et pour faire avancer leur carrière, mais tout simplement pour créer. Ces activités sont souvent négligées, ignorées et ou dévaluées par les employeurs et les donneurs d'ouvrage, les consommateurs, les travailleurs et finalement par le système juridique lui-même. Alors, les deux éléments clés de cette définition s'appliquent au travail artistique. Le travail invisible est essentiel pour l'obtention de contrats, je dirais même qui précède l'obtention de contrats rémunérés et pour la poursuite de la carrière. Si vous ne faites pas de travail invisible, sans travail invisible, il n'y a pas de création possible. Si vous n'avez pas conceptualisé, si vous n'avez pas fait un travail d'idéation, si vous n'avez pas fait un travail de recherche préalable, qui est du travail invisible, il n'y a pas de contrat. Si un danseur professionnel, un musicien ne pratique pas quotidiennement son art, il n'aura pas de travail rémunéré parce qu'il va perdre rapidement son employabilité. Et le deuxième élément, évidemment, de la définition, c'est que c'est non reconnu, non rémunéré et non pris en compte aux fins de la protection sociale. Donc, on a trouvé dans la littérature une proposition qui n'a pas eu de suite, mais une proposition d'une auteure française qui s'appelle Isabelle Daugareille, qui proposait une légalisation du travail invisible. Et là, je la cite. L'un des enjeux de la régulation n'est pas seulement de s'assurer contre la précarité ou le sous-emploi dans le secteur de la culture, mais aussi d'établir les modalités d'une légalisation du travail invisible, qui fait la spécificité du travail artistique et qui permettrait d'introduire dans ce secteur une sécurité pour faire contrepoids à une flexibilité de l'emploi déjà très développée. Son idée, c'est de fonctionner sur le modèle du crédit temps, c'est-à-dire que c'est le fait de faire des activités rémunérées qui vous donne un peu comme une carte de débit qui vous accumule des heures de travail invisible reconnues qui pourraient être indemnisées d'une façon ou d'une autre. Évidemment, c'est pas, on va tout de suite vous dire, oui, mais ça ne marchera jamais, ou je sais pas. Moi, je trouve que ça vaut quand même la peine d'essayer de rendre visible le travail invisible, de dire que sans lui, il n'y a pas de culture, puis de dire qu'il faut absolument le prendre en compte d'une façon ou d'une autre, le rendre visible, le comptabiliser et demander qu'il y ait des formes de rémunération puis des formes de comptabilisation de ce travail-là aux fins de la protection sociale. Alors, une des recommandations qu'on avait faites à nos amis des groupes d'artistes du Nouveau-Brunswick, c'est de dire, mais pourquoi on ne ferait pas un projet pilote pour, par exemple, documenter le travail invisible et le comptabiliser aux fins du calcul de la rente de retraite? Pourquoi on ne ferait pas ça? Deuxième élément, augmenter et mieux partager les revenus artistiques. C'est sûr qu'il y a un enjeu budgétaire, il y a un enjeu de dégager des sommes. Un des moyens, c'est celui d'imposer équitablement les géants du Web. Bon, là, il y a un projet de loi 10 au fédéral où là, il semble que s'il finit par être adopté, les géants du Web seront obligés de verser des redevances aux médias parce qu'ils reprennent leur contenu. Ils ne reprennent pas juste les contenus des médias, là. Ils reprennent la musique, Donc, c'est clair qu'il y a de l'argent dans le système, mais il est bloqué à un certain niveau et il ne profite pas à l'ensemble. Donc, je vous rappelle que le groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et télécommunications, présidé par Janet Yale, qui a recommandé au gouvernement fédéral que toutes les entreprises, incluant les entreprises de diffusion en ligne, contribuent équitablement aux redevances et aux autres impératifs découlant des politiques culturelles. Il me semble que ça serait un moyen simple, pas facile à mettre en œuvre, mais il me semble que l'idée est assez simple que de dire, bien,
ces entreprises accumulent des revenus incroyables à même le travail des médias, mais aussi des artistes. Deuxième élément, j'ai essayé de chercher des solutions en dehors de celles qu'on dit habituellement, là, réformer la fiscalité, puis exempter certaines choses des impôts. Puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, là, mais je trouve qu'on a souvent fait ces recommandations-là. Deuxième élément, un véritable régime sectoriel de négociation collective. Alors là, je ne veux pas anticiper, là, mais il y a un projet de loi 35, cette fois-ci à Québec, dont j'espère vivement qu'il sera adopté d'ici la fin de la présente session parlementaire, c'est-à-dire d'ici le 11 juin, qui fusionnerait les deux lois sur le statut de l'artiste. Demain? Alors, ça sera un gain important parce que ça va donner accès à la négociation collective aux écrivains, puis aux artistes visuels, etc. Donc, bravo. Par ailleurs, il faut bien se rendre compte, dans les secteurs où il y a déjà des négociations collectives, ce n'est pas tout le monde à qui elles s'appliquent. Parce qu'il y a des... Hein, il n'y a rien qui force les producteurs à faire partie d'associations puis à faire en sorte que les conditions négociées, ils seraient obligés de les appliquer. Il y en a plein qui échappent aux conditions négociées, soit parce que dans un secteur, il y a tellement de producteurs que l'association d'artistes, qui n'a pas nécessairement beaucoup de moyens, n'a pas précisément les moyens et les ressources humaines pour négocier avec tout ce monde-là, ce qui fait que, bien, au fond, quand vous êtes un artiste, vous avez probablement des conditions différentes selon avec qui vous contractez. Si vous contractez avec quelqu'un qui a signé une entente collective ou si vous contractez avec quelqu'un qui n'en a pas signé. Hein? Donc, on a une loi au Québec, une belle loi, ça s'appelle la loi sur les décrets de convention collective, qui permet au gouvernement d'étendre à tout un secteur les conditions négociées. C'est sûr que ça prend des exceptions pour la relève, etc., mais je veux dire, on peut-tu établir un principe là, qui est qu'on peut pas, on pourrait pas, on n'aurait pas le droit d'échapper à l'obligation de respecter les conditions négociées en créant une nouvelle structure, là, une nouvelle compagnie à chaque fois qu'on a un projet, puis en la fermant tout de suite après, ce qui veut dire, bon, il y a des échappatoires, mais pourquoi on ne ferme pas ces échappatoires-là et de faire en sorte que les conditions négociées, tout le monde soit obligé de les appliquer. Dans le secteur de la construction, c'est ça, là. Le secteur de la construction, tous les entrepreneurs du Québec sont forcés d'être membres d'une association patronale, puis les conditions qui sont négociées avec les syndicats de la construction s'appliquent partout au Québec. Donc, la situation actuelle, elle est injuste. Elle est injuste pour les artistes parce que certaines, dépendant d'avec qui ils contractent, ont des conditions inférieures. Sont injustes pour les producteurs qui sont respectueux des droits des artistes parce qu'il y en a. Hein, ils se trouvent défavorisés par rapport à ceux qui ne respectent pas. Puis c'est injuste pour les associations d'artistes qui souvent n'ont pas beaucoup de moyens pour faire cette énorme tâche qui est de négocier et de faire respecter les ententes collectives. Troisième élément, ça aussi, je pense que ça va... Non, c'est pas ça. Comme vous voyez, je ne suis pas bien forte en technologie. Troisième élément, ça a été dit dans les consultations dans le cadre du projet de loi 35. Pourquoi le gouvernement verserait-il des subventions à des entreprises qui ne respectent pas les conditions de travail des salariés? Le gouvernement qui est lui-même le gardien, en théorie, qui devrait être le gardien de la culture et de ses artisans et artistes, ça devrait être interdit de verser des fonds publics à des entreprises qui ne respectent pas les droits des artistes, donc notamment les conditions négociées. Ça, plusieurs associations l'ont mentionné, puis je ne sais pas si ça fera partie éventuellement soit d'un projet de loi, soit de la loi, soit de la réglementation. Mais, bon, il me semble que ça tombe sous le sens. Autre point, créer ou développer des emplois complémentaires de qualité pour les artistes. Puis là, je ne veux pas suggérer de créer des emplois qui occuperaient un artiste 40 heures par semaine, parce que sinon, il ne va plus lui rester de temps pour la création. Ce que je suggère,
encore une fois, je l'ai fait avec ma collègue Marie-Hélène, c'est de faire en sorte que le travail artistique visible soit mieux rémunéré et que l'emploi complémentaire que beaucoup d'artistes font pour gagner leur vie, pour arrondir le revenu en tout cas, soit, un, convenablement rémunéré et deux, si possible, dans le prolongement de leur activité artistique. Par exemple, ça a déjà été proposé, ça fait 20 ans de ça, dans des focus group en Australie, de créer des emplois à temps partiel, à 1 ou 2 jours semaine, qui laissent suffisamment de temps et d'énergie pour le travail artistique, tout en permettant de survivre financièrement et en disant que le milieu scolaire était un milieu propice à développer de tels emplois complémentaires de qualité et qui soient dans le prolongement de l'activité artistique plutôt que d'aller être barmaid ou serveur dans un restaurant. Finalement, je vais vous parler d'accès à la protection sociale. Et là, je pense qu'il y a 4 critères qui sont 4 principes importants à prendre en compte si on veut développer l'accès à la protection sociale. Premièrement, il faut que le seuil d'admissibilité soit assez bas. Dans certains régimes européens, pour se qualifier pour des prestations, il faut avoir accumulé 10 000 € de revenus dans une activité. C'est bien sûr que ça exclut plein d'artistes. Autrement dit, ils cotisent sur chaque cachet, mais au bout du compte, ils ne se qualifient jamais pour recevoir les prestations santé. C'est le cas des auteurs en France. Donc, il faut toujours regarder dans un régime, c'est quoi le seuil d'admissibilité. Deuxièmement, deuxième critère, selon moi, deuxième principe, l'artiste, comme tout travailleur autonome d'ailleurs, ne devrait pas être contraint de payer double prestation, double cotisation. Et si le coût des cotisations est souvent jugé trop élevé pour les artistes, bien, c'est en partie parce que l'artiste indépendant paye double part. Troisième élément, le travail invisible doit être considéré dans le calcul des cotisations et des prestations. Et finalement, les droits doivent être transférables et cumulables. En anglais, on parle de « portable rights », pour dire que les caisses de retraite et les caisses d'assurance collective devraient s'alimenter de tous les revenus plutôt que d'être fractionnés actuellement entre plusieurs régimes. Puis on s'est dit, bien, par où commencer? On sait qu'à l'âge de la retraite, probablement le régime de soutien le plus équitable, c'est le régime des rentes du Québec. Sauf qu'en moyenne, il remplace autour de 25 % du revenu moyen, ce qui n'est pas beaucoup. Il y a un projet au plan canadien pour le régime jumeau, qui est le régime des pensions du Canada, d'augmenter la proportion du revenu antérieur qui est couvert par le régime des rentes du Québec. Bonifier le RRQ, c'est une des façons les plus justes, les plus équitables dans la société pour améliorer le revenu des gens à mesure qu'ils avancent en âge. Vous allez me dire, « Ouais, mais les artistes, nous autres, on ne prend pas vraiment notre retraite, etc., etc. » Mais attention, il y a dans certaines disciplines artistiques, le corps, qui, parlez-en à quelqu'un qui joue du violoncelle, ou on sait que les danseurs professionnels ont des carrières particulièrement courtes. Donc, oui et non, il faut regarder les situations concrètes, puis pour certains, ils n'ont pas le choix, le corps ne suit plus. Donc, bonifier le RRQ. Deuxièmement, on s'est dit, pour expérimenter nos 4 principes, le régime des rentes du Québec est excellent également parce que le revenu, le seuil d'accessibilité, il est bas. Il faut avoir gagné 3 500 $ dans une année pour cotiser au RRQ. Donc, c'est accessible. C'est un régime qui est portable, transférable. Que vous soyez salarié indépendant, que vous ayez 6 jobs dans l'année ou une seule, ça va tout dans le même régime. Il y a déjà 2 des 4. Pourquoi on ne ferait pas l'exercice d'essayer d'inclure la question du travail invisible? Puis pourquoi on ne dirait pas que, sous forme de projet pilote, l'État financerait une des 2 parts, la part de l'employeur, par exemple, pour éviter que l'artiste ait à payer les 2 parts. L'assurance chômage, je termine presque. Il me reste-tu du temps? Ah non, oui, moins que ça, j'ai presque fini. On a bien vu pendant la pandémie, si besoin était, que notre régime d'assurance chômage n'est pas du tout adéquat.
Le régime d'assurance chômage a été créé en 1940, puis bonifié en 1971. Mais sa référence, c'est que le régime d'assurance chômage tel qu'il est conçu pour répondre à des courtes périodes sans emploi pendant lesquelles on cherche un autre emploi dans lequel on va rester longtemps. Donc, le régime d'assurance-emploi, anciennement assurance chômage, il est là pour indemniser pour une courte période un travailleur qui a perdu son emploi qu'il occupait depuis longtemps, puis avant d'en trouver un autre qui va encore occuper pendant une bonne période de temps. Le régime d'assurance-emploi n'est pas conçu pour des prestations intermittentes comme celles des artistes. On a bien vu pendant la pandémie que sans la PCU puis la PCE, qu'est-ce qui serait arrivé? Je veux dire, on a vu, puis pour un certain nombre d'artistes, j'ai pu entendre des témoignages, des gens disaient, enfin, on a l'impression d'avoir quelque chose sur lequel on peut se fier. Puis, bon, alors on voit bien qu'il faut repenser le régime et il y a un comité là, qui est au niveau gouvernemental qui repense à ça. Je pense que là-dessus, vous devriez vous faire entendre, vraiment. Vous, vos associations, devraient exiger d'être partie à la réflexion parce que vous subissez de manière disproportionnée l'inadéquation de ce régime. Bon, mais toujours avec les gens du Nouveau-Brunswick, eux autres, ils sont proches de la question des pêcheries. Hein? L'industrie de la pêche, une industrie saisonnière, sauf que les pêcheurs font l'objet d'une exception au Canada. Ils ont un régime particulier de prestation de chômage qui n'est pas basé sur un nombre de semaines de travail, mais qui est basé sur le revenu généré par l'activité. Puis, il y a un projet pilote depuis 2018 sur le travail saisonnier. Ça aussi, au Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes, puis en Gaspésie, ils connaissent ça. Mais quand on parle de travail saisonnier, ils ne font pas le lien avec les artistes. Fait que là, on a dit, pourquoi il n'y aurait pas, encore une fois, à titre pilote, d'explorer la possibilité d'avoir un régime d'assurance-emploi pour les artistes dans le cas pour répondre à la caractéristique d'intermittence de leur activité. Dernière chose, il va bien falloir se pencher un jour sur la question de la santé et de la sécurité au travail et de dire comment on peut faire en sorte que les deux lois, là, il y a une seule, là, ils ont été fusionnés en une seule, mais disons, il y a deux volets. Le volet prévention, éviter les accidents, avoir des milieux de travail sécuritaires, tout ça, et l'indemnisation. Si on se blesse, autrement dit, si la prévention n'a pas fonctionné, si on se blesse, comment on peut avoir un revenu de remplacement? En fait, j'ai fait beaucoup de travaux dans ma vie sur les travailleurs autonomes. Ce que les travailleurs autonomes craignent le plus, c'est d'être malades. Parce qu'ils savent très bien que même s'ils sont performants, même s'ils ont un revenu qui peut être adéquat, il suffit que maladie, accident, pour tomber dans la pauvreté totale. Donc, faute d'avoir le filet de protection sociale, souvent on accepte des situations qu'on ne devrait pas accepter. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors, en vous disant que j'apprécierais beaucoup vos questions et vos commentaires. Je pense que j'avais fini, là. Oui, j'avais fini. Voilà, merci. Pardon? OK. Alors, monsieur ici? Oui, j'aimerais ça, peut-être parce que je ne comprends pas le principe, mais le principe des cumulables, des droits transférables cumulables. Juste nous le développer un petit peu. OK. Mais c'est de faire en sorte que, dans le cas des artistes, vous voulez dire? Oui. OK. Oui, absolument. C'est parce qu'en ce moment, si vous êtes couvert par une entente collective, puis que vous, par exemple, mettons que vous êtes à la fois des fois scénariste, des fois comédien, des fois auteur, vous allez cotiser au régime d'assurance collective puis au REER, dans le fonds de la SARTEC, le fonds de l'UDA, le fonds éventuellement de l'UNEC, hein, si
si l'UNEC parvient à négocier de telles choses dans des ententes cadres. Donc, mais au bout du compte, ce que vous allez recevoir comme prestation, ça va refléter les sommes que vous avez gagnées dans cette activité-là. On ne va pas additionner toutes ces sommes-là, si bien que si vous avez gagné 10 000 $ comme comédien, bien, vous allez vous classer aux échelons les plus bas du régime, parce que le régime est plus payant, permet de couvrir son conjoint, ses enfants, plus vous avez gagné. Mais plusieurs artistes cumulent des prestations dans plusieurs secteurs. Pour vous donner l'exemple auquel je pense comme étant un bon exemple, c'est le régime des travailleurs de la construction. J'y peux rien. Il y a 4 secteurs dans la construction au Québec: résidentiel, industriel, commercial, institutionnel, puis voirie et grands travaux. Commercial et industriel, c'est le même. Bien, que le travailleur de la construction travaille dans un ou plusieurs secteurs, parce qu'eux aussi se promènent entre les 4 secteurs, ça va tout dans le même fonds qui est géré par la Commission de la construction du Québec. Donc, sur chaque prestation faite comme travailleur de la construction, il y a la part du travailleur, il y a la part de l'employeur, et tout ça se cumule dans le même fonds, si bien qu'à l'âge de la retraite, s'ils ont une rente qui a un petit peu plus d'allure, puis si bien que s'ils sont malades, le régime d'assurance collective. Donc, il n'y a pas de passerelle entre nos régimes au Québec. C'est ça que je veux dire par transférable. C'est le même principe selon lequel, si vous êtes salarié dans une entreprise, bien, tant que vous êtes là, vous avez le régime d'assurance, mais vous changez d'entreprise, puis vous n'en avez plus s'il n'y en a pas dans l'entreprise. Voilà, d'autres questions, commentaires? Oui? J'aimerais faire un commentaire, en fait, sur le sort là, je ne parlerai pas des artistes, mais des travailleurs culturels, qui sont des travailleurs autonomes et qu'on engage dans le secteur. Souvent, en fait, du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, on propose des tarifs horaires à ces travailleurs culturels indépendants qui ne sont absolument pas suffisants pour assumer toutes les charges dont vous parliez tout à l'heure. Et je pense qu'il y a une prise de conscience dans le secteur à avoir de ce côté-là sur le traitement qu'on réserve aux travailleurs autonomes qu'on engage, que ce soit des artistes ou des travailleurs culturels. Je suis d'accord. Les principes et la réflexion, elle vaut aussi pour eux. Mais le constat est que, disons qu'en moyenne, mais c'est sûr que si vous êtes salarié pour un atelier autogéré d'artistes, probablement vous ne serez pas mieux loti que les artistes. Je suis bien consciente. Mais si on met plus d'argent dans la culture en taxant les géants du web, peut-être qu'on peut en donner à tout le monde. J'ai pour ma part une question des gens qui sont en ligne également. Ah oui, il y a des gens en ligne, c'est vrai. Oui, tout à fait, qui nous écoutent en même temps. Et puis, comme ça pourra clore. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir Madame Damour tout de suite après pour pouvoir avoir des échanges avec elle si jamais vous le souhaitez. Mais Madame Damour, la question est la suivante. Quel devrait être le nombre d'heures minimales ou de production d'œuvres pour se qualifier à un programme d'intermittence, selon vous? Je ne peux pas donner un nombre d'heures comme ça, là. Je sais, par contre, qu'en France, vous savez, le régime des intermittents, c'est un régime particulier d'assurance chômage. Tout l'enjeu de bagarre avec le gouvernement, c'est précisément sur ces 2 choses. Le nombre d'heures, puis l'assiette d'activité, le type d'activité qui donne droit de cumuler des heures. Autrement dit, qu'est-ce qui est considéré comme un travail artistique qui donne droit d'accumuler des heures aux fins du régime des intermittents. Et l'autre, c'est le seuil. Alors, le gouvernement a, ces dernières années, augmenté le nombre d'heures et réduit l'assiette d'activité, la palette, pardon, d'activités qui donne droit à accumuler des heures. Voilà. En même temps, ce régime-là, il n'est pas parfait au sens où ça a été démontré par certains travaux, là, notamment de Pierre-Michel Menger, que les employeurs des intermittents profitent du fait qu'il y a un régime d'assurance chômage pour créer des emplois de plus en plus précaires. Un contrat d'intermittent, c'est très souvent quelques jours, quelques heures. Puis lui, il suggérait, bien, au fond, pourquoi on ne procède pas avec le chômage chez les artistes de la même façon qu'on procède en santé et sécurité du travail, c'est-à-dire plus vous créez le risque comme employeur,
Autrement dit, plus vous exposez vos travailleurs à la précarité, plus ça va vous coûter cher de cotisation. C'est ça en santé-sécurité, hein? Plus vous exposez vos travailleurs au risque d'accident, plus votre cotisation SST est élevée. Bien, plus vous exposez vos travailleurs à la précarité, c'est le cas en France, donc plus vous fractionnez les contrats en vous disant, c'est pas grave, il va recevoir des prestations, fait que c'est correct, tu sais, je peux. C'est du moment qu'il atteint son nombre d'heures. Bien ça, c'est pas intéressant parce que c'est pas ça qu'on cherche au fond. Merci. Merci beaucoup. Mais je peux pas donner un nombre d'heures, là. Je pas... Merci infiniment, Madame Damour. C'est bon? Je vous remercie pour cette présentation-là. Est-ce qu'il y a une dernière question en salle? Et puis après, j'irai vous proposer les consignes pour que vous puissiez continuer les conversations en atelier. Mais je veux m'assurer que... Oui? Alors, la question de la fin. Oui, bonjour, Madame Damour. D'ailleurs, nous avons témoigné le même jour à la Commission économie-travail pour la loi sur le statut de l'artiste. Oui, c'est ça, le président de la Guilde. Et je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de la loi sur PL 35 par rapport justement au règlement décrété par le gouvernement pour réguler un secteur en particulier, déterminer des conditions de travail pour les contrats des artistes. Je sais que vous privilégiez plus un mécanisme de décret de convention collective ou d'extension des ententes dans des secteurs qui ne sont pas bien structurés. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est pas ça qui va se passer. Là. Parce que c'est pas ça qui va se passer, finalement. Non, je sais que c'est pas ça qui va se passer. Mais, écoutez, c'est mieux cet article-là que rien, mais je pense que ça laisse beaucoup trop d'aléatoires. De dire que le gouvernement peut fixer des conditions minimales, pourquoi, sur quelle base il va les fixer? Pourquoi, est-ce que c'est pas ce que j'appelle les acteurs du milieu, là, pour moi, c'est les associations, là. C'est notre jargon, là, les acteurs du milieu, c'est pas les comédiens, là, c'est les associations d'employeurs d'artistes et les associations d'artistes. Pourquoi ces conditions-là, sauf exception, ne seraient pas celles qui serviraient de base, sachant que, oui, on peut verser au-dessus, et sachant que si certains secteurs ou types de production jugent que leur situation est suffisamment spécifique pour justifier un autre traitement, mais ça peut s'argumenter. Tu sais, quelles sont les réalités qui feraient en sorte que... Puis dans la loi sur les décrets de convention collective, c'est bien dit que le ministre peut étendre les conditions, mais avant ça, avant de recommander au gouvernement d'étendre par un décret, il va évaluer le risque de perte d'emploi et tout ça, parce que c'est toujours ça qu'on nous brandit. Donc, le ministre va évaluer la situation, puis s'il juge que certains types de production sont à risque, il pourrait proposer, une exception, mais je me méfie de dire... le gouvernement a ce pouvoir-là, mais on ne sait pas à la demande de qui, on ne sait pas sur quelle base. Je le trouvais trop flou, moi, cet article. Et je continue de le trouver trop flou. Je partage votre impression. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que ça va échapper au tribunal administratif du travail parce qu'il ne peut pas intervenir dans un règlement. Il peut intervenir juste dans des ententes collectives. Si on le met dans un règlement, c'est moins solide que la loi. Il n'y a pas les recours que prévoit la loi pour le faire respecter. Donc, pour moi, c'est très mou. C'est l'expression que j'ai dit. Je trouve que c'est mou. Ça ne donne pas beaucoup de prise aux associations d'artistes. Voilà. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il y a certains secteurs qui devraient être exclus de ça? Qu'est-ce que vous en pensez de l'argument des associations de producteurs comme l'Actis? En fait, je pense que l'esprit de la loi, présentement, c'est vraiment pour des secteurs qui sont anarchiques et peu structurés, où il n'y a vraiment rien, il n'y a pas d'association. Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire intervenir ça dans un secteur où il y a déjà des ententes, malheureusement. Je n'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Il va falloir trouver d'autres choses. Donc, c'est pour ça que le mécanisme d'extension des ententes aurait été vraiment bienvenu. Mais on verra à l'usage, peut-être que si on s'essaye, ça va fonctionner, parce que vous en parliez tantôt, il y a des secteurs où certains producteurs adhèrent aux ententes et d'autres non, ce qui crée une inéquité.
pour tout le monde, autant pour les producteurs que pour les artistes. Absolument. Mais je ne pense pas que cet article-là va régler ce problème-là demain. Là. Je pense Au moins, pas. ça va être révisé dans 5 ans. Ça fait partie de la loi aussi. Oui, c'est ça. C'est mieux que rien, là, mais c'est pas fort. Ça ne donne pas de prise suffisante, à mon avis. Alors que la perspective de l'extension juridique, le rapport Lallier, en 2001, l'avait étudié, puis j'ai juste tassé ça en disant « c'est trop compliqué ». Il faut vous dire que là, il y a de plus en plus de monde qui trouve ça intéressant, l'idée d'un décret, pas juste chez les artistes, hein, chez les résidences de personnes âgées, par exemple. Tu sais, pendant la pandémie, elle nous a appris des choses. Hein. Pendant la pandémie, le gouvernement a imposé des hausses de salaire parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Il est capable d'agir quand là, il sent comme une urgence, de dire, bien là, dans ce secteur-là, là, les salaires, là, ça ne sera pas en bas de X, Y, Z. Ça serait très utile dans ce secteur-là qui n'est pas syndiqué d'avoir un décret de convention collective, parce que parfois, il y a eu des négos de dire, bien là, en quelque sorte, on sort les conditions de travail de la concurrence. Si vous vous faites concurrence, là, les résidences de personnes âgées ou les producteurs, si vous faites concurrence, vous allez vous faire concurrence sur autre chose que les conditions de travail. Faites-vous concurrence sur la créativité, sur l'innovation, sur ce que vous voulez. Mais ne mettez pas dans la balance que vous allez mieux vous en tirer parce que vous allez moins verser d'argent aux travailleurs et aux travailleuses. Fait que les décrets, là, c'est pas parfait, c'est une vieille loi, ça a besoin d'être revisé comme loi, mais ça a un potentiel pour les secteurs où il y a beaucoup d'emplois précaires, puis où la syndicalisation est inégale ou difficile, des petites entreprises, ça a un potentiel. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Bonjour, je suis Liette Bouchard de la DISC, comme vous venez de nous interpeller. En fait, la DISC était pas du tout en désaccord avec l'article 68.6. On est même plutôt d'accord. C'est ce qu'on a exprimé à la commission parlementaire la semaine dernière. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a des artistes, par exemple, autoproducteurs, il y en a beaucoup dans le secteur de l'enregistrement sonore, qui opèrent en dehors des conventions collectives, nous, on est d'accord à ce que notre convention s'applique à eux. Donc, on serait d'accord à ce que ce 68.6 fasse en sorte que les règles s'appliquent à eux aussi parce que le syndicat aurait eu du mal à les mettre sous convention collective. Quand un artiste autoproducteur engage des musiciens, les musiciens devraient avoir des contrats sous convention collective. On est d'accord avec ce principe-là. Donc, on n'est pas en désaccord. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de contrat, justement, ou de production qui se passe en dessous du radar. Tout le monde travaille dans le même carré de sable avec les mêmes règles. Les petits producteurs chez nous devraient avoir les mêmes règles que les autoproducteurs qui engagent des musiciens pour faire des disques ou des spectacles. C'est ça qu'on dit. Donc, c'est pas un système qui est à l'encontre de nos principes aucunement. Il ne faudrait pas non plus, par contre, qu'il ait pour effet de faire en sorte que notre association se vide de ses membres parce que, là, maintenant, à quoi bon respecter une entente collective si je peux aller jouer dans un autre secteur avec d'autres conventions? Il ne faudrait pas que c'est cet effet-là. Par contre, ça devrait avoir pour effet de faire en sorte que les négociations qu'on a ensemble soient tellement de bonnes négociations qui fassent en sorte que les règles soient attrayantes et que tout le monde ait envie de les respecter. C'est ça, notre rôle dans nos négociations. Puis dans les conventions, on peut prévoir, par exemple, la relève ou enfin, on sait que les jeunes artistes disent, bon, mais dans un premier temps, on va je sais pas, il faut aménager des... Mais je pense qu'un système de décret... Mais je vais vous relancer la question. Est-ce qu'un système de décret, vous seriez d'accord avec ça? C'est-à-dire une extension juridique de ce qui est négocié? Et là, je vais prendre le rôle terrible de la gardienne du temps. Je vais évidemment vous laisser répondre à cette ultime question. Et puis après, je reprendrai le micro en vous remerciant. Ça va être facile. La réponse est oui ou c'est non. Et je vous réponds oui. Ça peut être un système qui peut être regardé, envisageable dans notre secteur. Oui. Merci. Merci infiniment. Excusez pour notre délinquance. Merci beaucoup, mais c'est parfait. En fait, ça nous parle. Oui, on peut effectivement vous remercier, Madame Damour.